Bonjour Internet et bienvenue à une autre vidéo où je vais te partager toutes mes découvertes jeux de rôle du dernier mois. Alors qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai essayé? Ça va être mon petit partage aujourd'hui de ces découvertes. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées récemment dans le monde du jeu de rôle. Wizards of the Coast ont annoncé la sortie de leur nouveau VTT virtuel en 3 dimensions, Sigil. Ça fait 2 ans qu'on nous en parle, qu'on l'attend. Il paraît que c'est l'avenir du jeu de rôle. Certains ont même eu peur que Sigil devienne une espèce de League of Legends de Wizards of the Coast, une façon de capturer l'audience de D&D et de les enfermer dans une plateforme virtuelle où on les forcerait à acheter des nouveaux skins pour leurs personnages à l'infini. Eh bien, Sigil a été lancé relativement récemment, sans fanfare, sans grande annonce. Vous pouvez aller sur le site de D&D Beyond et vous-même l'essayer. Puis moi, D&D Beyond, je l'utilise beaucoup. Alors dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Hein? » Et tout de suite, je me suis lancé pour essayer la nouvelle plateforme, la table virtuelle. Et voilà un peu ce que ça a donné. Il y a tant à dire sur Sigil. C'est une catastrophe de tellement de façons. Les tables virtuelles, c'est devenu super important pour plusieurs tables de jeux de rôle. Et c'était étonnant que l'éditeur officiel, qui, je veux dire, publie tous les livres, tous les monstres, ait pas de support pour rivaliser avec Roll20, Foundry. Alors, Wizards of the Coast ont annoncé depuis quelque temps qu'ils étaient pour se lancer dans le monde des tables virtuelles, mais pas avec n'importe quel produit. On nous promettait en fait la plus belle, la plus cool, la plus moderne des tables virtuelles, faites avec le Unreal Engine. Donc ce sont vraiment des graphiques de jeux vidéo modernes en 3 dimensions avec un éclairage formidable qui réagit aux torches, aux effets magiques, à la présence des objets dans l'espace. Fait que c'est vraiment hallucinant. Si vous regardez les images qu'on a vues dans la plupart des présentations démos, c'est à se jeter par terre. Mais tout beau avoir le plus beau produit du monde, il faut quand même qu'il soit concrètement facile à mettre dans les mains des utilisateurs. Et surtout, il faut que ce produit-là réponde aux besoins des joueurs. Je pense que depuis quelques mois, la plupart des gens qui ont testé Sigil avaient l'impression que ce produit-là ne répondait pas à aucun des besoins qu'on avait réellement, nous, la plupart des rôlistes moyens. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin, pour mon immersion personnelle, d'avoir un support visuel digne de Cyberpunk 2077. J'ai juste besoin d'avoir un repère quand je suis trop mêlé pour savoir où est-ce qu'il est rendu le gobelin qui reste 2 points de vie. Le gros problème d'entrée de jeu avec Sigil, le problème auquel moi je me suis frappé, c'est la compatibilité. Un jeu de rôle, ça inclut un grand groupe de joueurs qui doit pouvoir se rencontrer facilement. C'est vraiment pour faciliter la rencontre. Alors, il suffit qu'il y ait un joueur dans votre groupe qui soit sur Mac pour que ça soit impossible de jouer avec Sigil. Donjon Dragon, en ce moment, c'est ça son défi, c'est l'inclusivité. C'est que tout le monde puisse jouer le plus facilement possible, avec des règles simples, des thématiques accueillantes. Fait que là, on s'entend que si d'entrée de jeu, il y a un gros problème technique parce que ton ordinateur ne te permet pas de jouer avec Sigil, ben c'est mort dans l'œuf. J'ai vu plusieurs YouTubers faire des critiques où ils essayaient de rouler Sigil et ils éprouvaient des crashs, des bugs ou des écrans de chargement qui pouvaient durer plusieurs minutes. Tu sais, on s'entend là, je sais pas si vous avez joué en ligne récemment, mais juste Foundry, des fois quand tu trouves pas c'est quoi le piton pour avoir accès à un objet magique, à ton inventaire, à ton personnage, c'est incroyablement frustrant. On dirait que c'était surtout un produit qui avait été fait pour en mettre plein les yeux, être alléchant, captivant, intriguant, mais j'ai pas vraiment vu personne encore dire « Hey, on a tout transféré notre campagne sur Sigil et ça roule du tonnerre! » Mais le gros problème, c'est que Sigil est mort déjà.
Oui, mort, mort, mort. Puis c'est pas du hate, c'est pas de la conspiration, c'est réellement, concrètement, l'état des choses de ce produit-là dans les bureaux de Hasbro. Le directeur de l'équipe qui a développé Seagale a annoncé sur Twitter qu'il avait été renvoyé par Hasbro, lui et 90% de l'équipe de développement. Fait que même si j'avais espoir en me disant comme « Ah, mais c'est peut-être en développement encore, peut-être que la version macOS va sortir cet été », eh ben non! C'est dead, ils ont vraiment tiré la plug. Si vous voulez l'essayer, c'est tout à fait possible. Il est sur D&D Beyond. C'est difficile de pas être cynique en regardant ça, parce que je crois que plusieurs des exécutifs de Hasbro mettaient beaucoup d'espoir dans cette table virtuelle-là. Ils croyaient vraiment que ça pouvait être l'avenir du jeu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Donjon Dragon? Il va falloir le voir dans les mois à venir. Là, il y a une série télé de Donjon Dragon en développement, donc peut-être que ça va être éventuellement le destin de D&D. Avoir des produits moyens qui vont connaître plusieurs ratés, avoir une équipe de plus en plus réduite qui va travailler sur D&D, mais ils vont essayer des projets de films, des projets de jeux vidéo, des projets de jeux mobiles en ligne, qui sait? Mais d'ici là, il faut pas que ça nous décourage. Le jeu est toujours là, toutes les éditions sont disponibles, alors vous pouvez toujours jouer. Votre campagne va pas mourir. Je suis curieux, y a-t-il des gens qui ont transféré leur campagne sur Seagale? Avez-vous un groupe où toutes vos machines roulent assez fort pour rouler Seagale? Personne n'est sur Mac, puis vous avez tout transféré, puis vous avez un maître de jeu qui a du temps pour créer des environnements 3D? Je sais pas. Dites-le nous dans les commentaires s'il y a des gens qui ont essayé la plateforme et qui ont été satisfaits. Hey, écoute, je suis désolé de commencer mon mois avec quelque chose d'aussi déprimant, mais c'est pas tout ce que j'ai essayé. On a joué un petit peu moins ce mois-ci, mais on a quand même poursuivi nos diverses campagnes. On continue d'avancer dans Forbidden Lands, où on fait des grands pas de géant en direction de ce qui semble être une quête épique. Et on a aussi entamé notre aventure Donjon Dragon 2024, qui se passe dans le module Red Hand of Doom. Une aventure pour la 3e édition que je roule avec des amis. Et c'est vraiment le fun. À date, Donjon Dragon 2024 n'est pas trop un obstacle. On est niveau 8. Je voulais vraiment tester les monstres plus coriaces du nouveau manuel des monstres. Et j'ai hâte de te faire la critique parce que je pense qu'à la sortie de Red Hand of Doom, je vais avoir vraiment eu 1 an de jeu avec D&D 2024. Puis j'ai déjà des impressions fortes qui se forgent dans ma tête. Fait que sache-le. J'ai aussi intégré dans cette campagne-là du matériel d'un de mes livres préférés de Donjon Dragon que j'ai lu dans les derniers mois. Et c'est Where Evil Lives de MCDM. C'est un livre qui propose une série d'antres de monstres. Et c'est vraiment un bestiaire monstrueux avec des boss. Mais tu sais, vraiment des boss. Des monstres qui sont faits pour être des solos. Défis solos pour ton groupe. Mais chaque boss a une série d'actions de villains qui sont comme des grosses actions game changer qui vont complètement briser le décor, rajouter des ennemis, transformer le territoire, transformer l'adversaire ou avoir un impact majeur sur le groupe. C'est ce qu'ils appellent un design de Action-Oriented Monsters. C'est-à-dire que les monstres ont réellement un lot d'actions. C'est pas des sorts, mais c'est vraiment des habiletés de monstres où tu as une sélection juteuse de pouvoirs qui ont vraiment un gros impact sur le combat. Puis c'est ce que j'aime de MCDM, c'est que c'est un ouvrage qui est très technique. Fait que oui, les monstres ont beaucoup de pouvoirs, très jeux vidéo, si on veut. Mais ces pouvoirs-là sont ultra thématiques. Fait que c'est pas gratuit, ça raconte une histoire, ça raconte un personnage, ça ancre votre boss dans un archétype super clair du méchant qui va jouer dans votre cerveau ou du roi, le leader qui va invoquer justement ses sbires pour combattre à sa place ou les mettre devant lui pour tuer ses minions plutôt que lui-même recevoir du dégât. C'est des pouvoirs qui sont hautement thématiques et qui m'ont inspiré beaucoup de homebrew pour ma campagne de Donjon Dragon, justement. Fait que oui, c'est un super bel ouvrage aussi. Les illustrations à l'intérieur sont super cool! Il y a des antres, des cartes, des histoires de lieux. Il y a un lot d'objets magiques aussi, parce que chaque boss
a son trésor. Fait qu'ils ont pris vraiment soin de créer de nouveaux objets magiques thématiques au boss. Fait qu'une fois que tu tues le monstre, tu peux t'approprier ses trésors, ses objets. Fait que oui, superbe ouvrage. On m'a envoyé, Magpie Games m'ont envoyé une copie de presse de leur nouveau jeu de fantasy urbaine, Urban Shadows. C'est un jeu dans lequel on incarne des créatures fantastiques de la nuit dans un environnement moderne, urbain. Donc pensez les vampires de la ville, des sorcières, des fées, des spectres, des zombies et même des chasseurs de morts vivants. Bien sûr, ça va nous faire penser aux ouvrages du monde des ténèbres comme Vampire la Mascarade, mais c'est un Powered by the Apocalypse. Donc, c'est un système super simple. Si vous ne connaissez pas Powered by the Apocalypse, en gros, c'est les joueurs choisissent un playbook. Un playbook, c'est une série de questions sur votre personnage qui vont définir vos pouvoirs et vos forces et vos faiblesses. Les pouvoirs dans un PBTA sont souvent extrêmement narratifs. Par exemple, si vous êtes un chasseur de morts-vivants, peut-être qu'un de vos pouvoirs, c'est d'avoir un repère caché dans un lieu où aucun mort-vivant ne peut entrer. Si vous êtes une fée, vos pouvoirs sont peut-être de savoir les plus grands désirs des gens, transformer, faire des illusions, vous-même changer d'apparence. Dans un Powered by the Apocalypse, il n'y a pas vraiment de point de vie. En fait, quand vous ratez un jet, souvent les conséquences vont être plus thématiques, vont faire avancer l'histoire dans une nouvelle direction. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est chaque personnage a quelque chose qui va lui faire gagner de la corruption. Par exemple, si vous respectez pas vos promesses, si vous vous approchez trop d'une cible mortelle. Il y a aussi les dettes qui sont vraiment chouettes. Vous pouvez accumuler des dettes en jeu auprès de certaines factions ou de certains personnages. Et ces dettes-là peuvent être échangées. C'est comme une monnaie de l'ombre monde fantastique de la ville. Vous pouvez échanger des dettes contre certaines faveurs. Fait que tout ça, c'est très chouette. Je pense qu'on voit l'univers un peu Dresden Files, où on a justement ces personnages qui côtoient le fantastique et le quotidien, parce que là-dedans, il y a un loup-garou qui va devoir prendre le métro, parce que c'est plus efficace pour se déplacer, j'imagine, que de sauter du toit des bâtiments un après l'autre. Je pense que si vous avez envie d'explorer ce genre d'univers-là, mais que vous êtes un peu intimidé par le lore écrasant et les mécaniques un peu complexes parfois de Vampire la Mascarade, ben Urban Shadows c'est une super option pour juste raconter une histoire relativement simple, avec des règles qui sont quand même chouettes. Faut aimer le Powered by the Apocalypse, là, je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu trop narratif, pas assez mécanique. On est beaucoup plus du côté, on va se raconter une histoire que du combat tactique inspiré des wargames. L'autre petit bémol que j'ai eu avec Urban Shadows, c'est que je trouve que c'est plus difficile dans mon esprit de trouver une raison narrative de voir une fée, un vampire, un loup-garou, un fantôme et un zombie travailler ensemble. Comprenez? Dans ma tête, au moins Vampire la Mascarade, il y a une raison simple. Vous êtes des jeunes vampires, vous travaillez pour un plus vieux vampire, si vous écoutez pas la consigne, il va vous tuer. Il y a quand même ici un grand écart narratif pour expliquer pourquoi 5 individus au pouvoir si unique, aux origines si différentes, collaborent ensemble pour le bien d'une aventure de jeu de rôle. Ça se fait, là, je vous dis pas que c'est impossible, mais tu vois, j'ai essayé de faire un petit one-shot et j'ai pas trouvé mon point de départ satisfaisant qui tombait pas un peu dans les clichés ou dans le « Hey, posez pas de questions, c'est ça qu'on fait à soir. » là. C'est pas crédible, je le sais, mais c'est ça le projet. Je pense que je vais avoir besoin d'y réfléchir encore un peu. L'autre livre que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est un livre qui s'appelle Black Powder and Brimstone. C'est un nouveau produit chez Free League qui est un hack de Morkborg. Morkborg, c'est un jeu suédois ultra simple, un système des 20 où il faut juste que tu lances un des 20 plus tes habiletés et tu veux obtenir 12. Puis si tu réussis, tu réussis. Si tu réussis pas, t'échoues. C'est tellement simple. C'est le jeu par excellence pour ceux qui veulent initier leurs amis au jeu de rôle, mais qui veulent pas se débattre avec eux, faire une session 0, une session d'explication des règles. Non, non, non.
Les règles tiennent sur une page, tu leur mets ça dans les mains, ils roulent des personnages au hasard et on joue! La twist ici qui distingue Black Powder and Brimstone des autres Borg sur le marché, c'est qu'on est dans un univers où on est beaucoup dans, imaginez, 16e siècle. Des vieilles arquebuses, des rapières, des plastrons de métal, de la politique, des marchands, mais aussi un paquet de démons. Et j'aime beaucoup ça parce que je suis en train de lire présentement un livre qui est vraiment dans ce genre d'univers-là. Il s'appelle Vampire Empire, l'Empire du Vampire. Et c'est très gothique, action. Il y a des vampires qui essaient de prendre le contrôle d'un royaume très 16e siècle et ils se font tirer dessus par des arquebuses avec des balles en argent bénies par des prêtres. C'est pas mal ça, Black Powder and Brimstone. C'est un petit peu plus réaliste, un petit peu plus terre à terre que la plupart des autres Borg. Là où souvent, quand on ouvre un ouvrage à la Borg, on se retrouve devant des pages flyées, des polices d'écriture cinglées, des univers psychédéliques. Ici, on est dans un monde qui est un petit peu plus crédible. Par exemple, les illustrations, le monde présenté, même les classes de personnages sont un petit peu plus dans des trucs qui m'apparaissent réalistes. Parce que moi, je trouve que c'est là où plusieurs personnes embarquent pas dans Mörk Borg. C'est ils font, ma classe de personnage, c'est quoi? Je suis un mercenaire avec des dents de métal. Je suis un herboriste fou avec genre 8 yeux. Je suis un poulet doté de conscience qui a hérité d'un bateau de pirate. Excuse-moi, c'est trop flyé. Ici, on a quand même quelque chose où je pense que on pourrait réellement faire une aventure un petit peu plus concrète. Tu sais, des mercenaires, des truands, des politiciens déchus, des marchands qui font affaire avec des entités surnaturelles dans l'ombre. Il y a vraiment beaucoup de matière ici. Puis encore une fois, dans ce livre-là, comme dans plusieurs autres Borg, comme maître de jeu, ça t'aide à moins préparer. Il y a tellement de tables aléatoires pour inventer un méchant à ta campagne, inventer une quête en roulant sur les tables, puis en 2 secondes, t'as une histoire. Puis même si tu veux pas rouler au hasard ton personnage ou ta quête, il y a tellement d'idées narratives cool, fortes, thématiques, que tu fais juste ouvrir ce livre-là et t'as déjà plein d'inspiration pour qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Et finalement, les petites annonces ludiques avant de conclure cette vidéo. On nous a contacté de la part de Maison Nébuleuse. Ce sont des petits éditeurs indépendants qui vont publier un hack de Mörk Borg en français. Oui! Ça s'appelle Selene Oscure. C'est une espèce de... On est très près quand même du Mörk Borg original avec des illustrations qui sont un petit peu tirées d'images d'archives avec une espèce de couche de métal sanguinolent par-dessus. C'est très chouette. On nous dit qu'il va y avoir une inspiration un peu roguelike. C'est-à-dire un peu, tu meurs, mais tu peux revenir. On nous parle d'une mécanique de second souffle. Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette mécanique-là en me disant comme, ah oui, ça veut dire que le genre de truc où tu meurs, mais tu recommences ton donjon, ça fait partie de la mécanique de mourir. C'est tellement mortel en plus, Mörk Borg, ça serait awesome. Je sais pas, j'ai juste lu le petit document qu'ils nous ont envoyé, qui est disponible en plus sur Itch. Fait que si vous voulez le lire vous-même, vous abonner à leur campagne pour être avisé lorsqu'ils vont la lancer, ben, moi, j'ai pour dire que ça vaut la peine d'encourager ce genre d'initiative-là. Vous n'êtes pas obligé de backer la campagne par la suite, mais vous allez avoir toute l'information et vous pourrez prendre votre propre décision. Mais moi, je trouve ça cool! Fait que voilà, Internet, c'est le tour de mes découvertes rôlistes pour le mois. Si tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'aller voir notre Patreon où tu vas trouver tous nos actual plays. Donc on a essayé plein de nouveaux systèmes récemment et on prépare une nouvelle aventure avec peut-être du Donjon Dragon dans un univers légendaire sous la direction de Jérémy Saint-Cyr qui est un excellent maître de jeu qui s'est joint à l'aventure de la chaîne et du game récemment. Fait que Internet, je vous dis là-dessus, passez un bon printemps, amusez-vous, reposez-vous et n'ayez pas peur d'essayer de nouveaux jeux. Bye!